Ces derniers jours, les socialistes ont désigné leur nouveau secrétaire national. Réunis à Nancy, ils ont tenté de fixer la ligne à venir du parti, un moment passé plutôt inaperçu, mais important pour un PS en perte de vitesse. Depuis la fin du 19e siècle, ces congrès rythment la vie politique française. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Socialistes, les années congrès, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, 1990, à Rennes, la guerre de succession. Les guerres de succession, elles sont très nombreuses ces derniers temps dans le paysage politique français. En mai dernier, ce sont les Républicains qui devaient désigner leur nouveau président, alors qu'Éric Ciotti a quitté le parti en septembre 2024. Ont obtenu respectivement Laurent Wauquiez, 25 107 voix, soit un score de 25,69%, et Bruno Retailleau, 72 629 voix, soit un score de 74,31%. Du côté de la France insoumise, pas une semaine ne passe sans qu'on s'interroge sur l'héritier de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de successeur désigné. Jean-Luc Mélenchon n'a adoubé personne. Si Jean-Luc Mélenchon ne fait pas un pas de côté, il ruinera tout l'héritage de la France insoumise. François Ruffin, Adrien Quatennens, Mathilde Panot ou Manuel Bompard sont les plus cités pour reprendre le flambeau. J'ai pas de favori ni de préféré, parce que ça voudrait dire que quoi ? Qu'il est question de me remplacer, mais on ne remplace pas Mélenchon, on remplace des fonctions, on remplace des candidats. Au Rassemblement national, évidemment, on imagine que l'héritier de Marine Le Pen est déjà tout désigné en la personne de Jordan Bardella, mais rien n'est moins sûr. Et cette succession, elle se joue même au niveau local. Il y a quelques semaines, La Loupe vous emmenait au cœur de la bataille de succession à Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Il y a deux meneurs de jeu chez les Roses. Le premier, c'est Rémi Féraud. Et c'est l'un des grands fidèles d'Anne Hidalgo. L'autre joueur, c'est Emmanuel Grégoire. C'est le premier adjoint de la maire de Paris. Et quand Anne Hidalgo le nomme premier adjoint en 2018, c'est pour lui transmettre a priori les commandes ensuite. Tout le monde voit en lui l'héritier. Les socialistes ne sont donc pas les seuls à se battre en interne, mais surtout, cela dure depuis des décennies. Nous sommes à l'aube des années 90. François Mitterrand a été réélu en 1988 face à Jacques Chirac. Le président de la République a nommé son ancien rival Michel Rocard Premier ministre, car les socialistes ont obtenu la majorité à l'Assemblée lors des élections législatives. Pourtant, tout n'est pas rose au pays des socialistes, comme l'explique Gilles Candard, historien spécialiste de la gauche. Une majorité à l'Assemblée nationale, mais qui n'est qu'une majorité relative, puisque l'union avec les communistes ne fonctionne plus guère depuis la rupture de 1984, même s'il y a encore des accords municipaux, des accords de second tour. Ce soir, il n'y a plus de ministre communiste au gouvernement. Et c'est donc la première surprise ou demi-surprise du remaniement de ce matin. Et donc, Michel Rocard, qui a été appelé à Matignon comme Premier ministre, peut gouverner, mais en jouant entre les communistes et un certain nombre de centristes et en ayant un certain nombre de ministres d'ouverture dans son gouvernement qui lui permettent de pouvoir espérer un vote bienveillant parfois d'un certain nombre de députés de l'UDF. Donc la situation politique, même si elle est plutôt favorable aux socialistes, puisqu'après tout, les deux grands leaders, Mitterrand et Rocard, sont à l'Élysée à Matignon. À cette situation politique s'ajoute un contexte économique. Depuis 1981, les socialistes ont mené un certain nombre de réformes, hausse du SMIC, retraite à 60 ans, passage à la semaine de 39 heures, mais la crise économique, elle, est toujours là. La manifestation la plus criante et qui est ressentie de manière sensible par la population, c'est la montée du chômage. La montée du chômage qui reste très fort. Et en politique internationale, évidemment, vous avez la question du Proche-Orient et de la situation entre la guerre entre l'Irak et l'Iran et les deux guerres du Golfe qui vont avoir lieu. On est dans les années Reagan et dans les années Thatcher aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On est des années, disons, d'offensive libérale sur le plan européen et nord-américain. Et est-ce que l'économie française, malgré ses intentions, disons, sociales et de transformation, peut aller à l'encontre
de ce qui se fait dans le reste de l'Europe occidentale, du moins dans les pays qui comptent en Europe occidentale et aux États-Unis d'Amérique. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que ce qui se passe à l'époque et qui est extrêmement surprenant pour tous ceux qui ont vécu cette période, c'est la décomposition du bloc soviétique, très rapide. Chacun le sait, le changement qui s'est produit ces derniers mois dans les pays de l'Est dépasse en importance tout ce que nous avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale et s'inscrit sans aucun doute parmi les grands événements de l'histoire. Il a fallu pour cela que se conjugue un échec économique et politique sans appel, l'intuition et la volonté de Mikhaïl Gorbatchev, la force de conviction et le courage moral des résistants à l'oppression, l'étonnante maturité enfin des peuples en révolte contre la tyrannie. Le congrès de Rennes, en mars 1990, s'ouvre alors avec une situation très claire pour les socialistes français. On voit bien, disons, que toute la culture, toutes les habitudes historiques de la gauche sont en train de se bouleverser. Et donc, dans la nouvelle déclaration de principe qui va être adoptée en 1990, très amusant de noter la formule qui va être utilisée, on ne parle plus de collectivisation des moyens de production et d'échange, comme c'était la règle au Parti socialiste depuis toujours, depuis le congrès de Marseille de 1979. On dit maintenant que le Parti socialiste est favorable à une société d'économie mixte qui, sans méconnaître les règles du marché, puisse fournir à la puissance publique et aux acteurs sociaux les moyens de réaliser des objectifs conformes à l'intérêt général. Vous voyez bien, on ne parle plus de prolétariat, on ne parle pas de bourgeoisie, ça serait fâché, on parle d'acteurs sociaux, donc tout le monde est mis un petit peu sur le même plan, on parle d'intérêt général et des objectifs. Alors avec l'idée qu'évidemment, faut que ce soit l'intérêt général, il faut satisfaire tout le monde, mais ça devient ça, les objectifs du Parti socialiste. Pourquoi pas? Ça peut tout à fait c'est évidemment quelque chose de cohérent, de rationnel, qui peut se défendre. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se rendre compte que c'est un changement complet de la vision du monde qui est demandée aux militants et aux sympathisants de gauche socialiste en 1990. Ça va très 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 vite. Hein. On avait eu longtemps le bloc soviétique et puis même les petits jeunes qui n'étaient pas des amoureux fous de l'Union soviétique, c'était assez rare. Mais enfin, ils espéraient éventuellement une rénovation à la Printemps de Prague, je dirais, pour ceux qui penchaient plus du côté communiste. Soit ils avaient des posters de Che Guevara ou l'exemple des Vietnamiens ou d'autres, ou de Fidel Castro comme idéal. C'est quelque chose qui est très prégnant à gauche, y compris chez les socialistes. L'élément principal de ce congrès de 1990, c'est aussi ce qu'il se passe à l'intérieur du PS. François Mitterrand ne pourra pas se représenter pour un nouveau mandat présidentiel. Se pose donc la question de la succession et de la direction à suivre. Il y a plusieurs candidats possibles à la succession. Il y a d'une part Michel Rocard qui est Premier ministre. Alors évidemment, comme il est Premier ministre, c'est lui qui doit conduire le gouvernement. Il espère bien le conduire jusqu'à la fin du mandat présidentiel et ensuite être élu président de la République. Mais pour cela, il y a besoin que le parti lui soit bienveillant. Donc avoir à la tête du parti quelqu'un qui ne soit pas son adversaire. Or, à la tête du Parti socialiste, François Mitterrand aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui représente la modernité, l'Europe. Lui, il verrait plutôt quelqu'un comme Laurent Fabius. Il l'avait déjà dit en 1988 et finalement, étant donné qu'il y a un autre candidat potentiel qui peut se poser, qui n'est pas le candidat préféré du président de la République, mais avec lequel le président de la République ne peut pas rompre, parce que c'est aussi quelqu'un d'important, disons, dans l'existence du courant, dans la vie et l'animation du courant Mitterrand, qui est Lionel Jospin, eh bien, il y a une rivalité qui va exister entre Fabius et Jospin pour savoir lequel des deux va être le mieux placé pour contrôler la suite à l'intérieur du Parti socialiste. Pourtant alliés lors du congrès de Metz en 1979, Laurent Fabius et Lionel Jospin vont se livrer une véritable guerre. Il faut sortir de nous-mêmes collectivement la capacité à faire surgir ce message. Pour cela, il faut la synthèse. Je crois à la synthèse. Ne la refusez pas. Quant à moi, j'y consacrerai d'ici demain toutes mes forces. Il n'y a pas ici, d'un côté, de bons militants et de l'autre de moins bons en fonction de la motion votée. Il n'y a que des militants socialistes
à égalité d'amour et d'ambition collective. Au moment d'Épinay, il y avait eu une coalition victorieuse qui s'était ensuite élargie. Au congrès de Metz, il y avait eu un vainqueur, François Mitterrand, qui avait su aussi élargir sa majorité. Le drame du congrès de Rennes, c'est que les deux camps vont se retrouver à peu près à égalité. Et donc, ça va être des disputes sans finir au moment de la commission de résolution. Et que le pauvre Pierre Mauroy va essayer, disons, de sauver un petit peu la façade au lendemain matin pour la dernière séance du Congrès, avec des roses qui se sont fanées au cours de la nuit. Mais Laurent Fabius et Lionel Jospin ne parviennent pas à se mettre d'accord. Il faut attendre 48 heures après la fin du Congrès pour qu'une synthèse soit adoptée et Pierre Mauroy élu premier secrétaire. Face à ces difficultés, les conséquences du congrès de Rennes sont importantes et vont très vite se faire ressentir. Mais je dirais que le congrès de Rennes, c'est vraiment le début d'une dégringolade socialiste. Alors que, en 90, Mitterrand, Rocard, l'Élysée, Matignon, une majorité faible, mais finalement suffisante. Et puis, au niveau municipal, c'était pas très mal. Eh bien, à partir de ce désastreux congrès de Rennes, 90, 91, 92, 93, 94, c'est vraiment la dégringolade du Parti socialiste où il semble prendre un malin plaisir à s'entretuer. Alors, c'est évidemment le congrès qui va laisser le souvenir le plus amer aux socialistes. D'autant qu'après, les choses ne vont pas forcément s'améliorer pour le Parti socialiste. Mitterrand décidera de mettre fin en 91, l'année d'après, au mandat de Michel Rocard comme Premier ministre. Il l'avait gardé au moment de la guerre du Golfe, mais comme ce n'est vraiment pas le successeur qu'il se souhaite, il décide de le remplacer, il décide de faire appel à une femme afin de faire là aussi un saut de modernité et de rénovation. Donc ça va être le gouvernement Cresson, qui ne va pas pleinement réussir, qui ne durera que moins d'une année. Il y aura après le gouvernement Bérégovoy. Il faut dire que l'image des socialistes à l'époque s'est beaucoup dégradée dans l'opinion. Justement, le début des années 90 vont être une année un petit peu de scandale, de crise pour les socialistes, qui vont voir un certain nombre des leurs englués dans un certain nombre d'affaires d'enrichissement personnel ou d'entente pour financer le parti. Le parquet de Paris a ouvert cette semaine une information judiciaire sur le fonctionnement de la MNEF. Depuis quelques mois déjà, la mutuelle étudiante était dans le collimateur de la Cour régionale des comptes. L'affaire pourrait avoir des implications politiques, notamment du côté du Parti socialiste. Le nom de plusieurs responsables du PS dans la région ont été cités comme ayant été salariés de la MNEF. Les résultats électoraux aux élections partielles ou régionales vont être de plus en plus mauvais. La situation va continuer à se dégrader sous les gouvernements Cresson et Bérégovoy. Disparition tragique de Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, est mort cet après-midi à Nevers après s'être tiré une balle dans la tête. Je dirais que le suicide le long du canal de la Nièvre de Pierre Bérégovoy le 1er mai 93, c'est le vrai acte final du congrès de Rennes et de cette dégringolade du Parti socialiste. Et ce que ça dit, bien sûr, c'est que finalement, notre espérance des années 60, 70 et de la victoire de 81, c'est fini. On a failli, et le pire, c'est que c'est même pas qu'on a été vaincu par nos ennemis, c'est qu'on a été vaincu par nous-mêmes. Nous n'avons pas été à la hauteur de la situation. Nous nous sommes trompés, nous avons failli les uns et les autres. Pour éviter une nouvelle situation de blocage, des règles seront donc mises en place par la direction du Parti socialiste en 2012, avec en tête notamment ce congrès de 1990. Surtout ne pas faire comme à Rennes. Tout est fait aujourd'hui pour que finalement le congrès soit joué avant. C'est très bien si les gens ont voté avant le congrès. Parce que quand les gens votent au congrès, s'il y a un vainqueur et un vaincu clair, au fond, ça va, c'est une figure classique. Mais justement, on s'est rendu compte que le pire, c'est quand on n'arrivait pas vraiment à déterminer le sens du congrès. Alors ça, c'est très, 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 très ennuyeux et ça ne fait en général qu'aggraver la situation. Donc, ils ont essayé de mettre en place des processus qui leur permettent d'échapper à ces situations trop embrouillées au moment du congrès, que les jeux soient déjà faits quand le congrès se réunit.
Alors ça, on croit toujours avoir tout réglé, puis évidemment, le diable de l'histoire ou de la politique, parfois arrive à se glisser, et quand on croit avoir tout réglé, il y a une surprise tout de même qui intervient. On sait bien qu'on ne peut jamais tout prévoir. Mais donc, surtout, ne pas recommencer le nouveau congrès de Rennes. Au début des années 90, dans la période qui suit le congrès de Rennes, c'est surtout François Mitterrand en personne qui est contesté au sein du PS. On le voit bien, François Mitterrand a du mal à imposer ses choix. Enfin, il avait quand même donné un conseil. Pierre Mauroy devait s'occuper plutôt du groupe socialiste. Laurent Fabius prend la direction du parti. Il a du mal à l'imposer parce que Lionel Jospin ne lui obéit plus. Et c'est pas seulement Lionel Jospin comme homme. Et après tout, Pierre Mauroy aussi. Mais ce sont tous des gens qui ont été socialistes bien avant Mitterrand et qui estiment qu'ils seront socialistes bien après Mitterrand et qui estiment que le socialisme existera bien après eux. Donc c'est quelque chose pour eux qui compte. Et donc, bien sûr, ils ont travaillé avec François Mitterrand, ils ont servi François Mitterrand parce qu'ils estimaient que c'était lui qui était en position d'être leur champion, et peut-être leur président de la République, et ils peuvent avoir respect, estime, admiration pour lui, mais ils estiment que le socialisme est quelque chose qui doit survivre à François Mitterrand. Et donc, ce que François Mitterrand dit à partir de sa réaction, dès 88, oui, bon, d'accord, on est pour, on est contre, mais c'est plus quelque chose qui est, franchement, parole d'évangile. Et François Mitterrand, qui en plus, nous le savons, est malade depuis déjà plusieurs années, se rend bien compte qu'il n'y a plus toutes les cartes en main. Alors, il décide parfois, selon les cas, soit de ne pas insister, parce que comme ça, il sculpte son image, il est grand seigneur, après moi, on verra bien, il n'y aura plus que des comptables, je suis le dernier des rois de France, je suis le dernier à m'intéresser à la grande culture. Enfin, il est dans ce dialogue, je dirais, avec lui-même, avec l'histoire, avec la France. Il écrit les dernières pages un petit peu de son destin, il se bat contre la maladie. C'est le François Mitterrand, effectivement, de l'automne et de l'hiver. Pour la suite de cet épisode, on retrouve le journaliste de l'Express qui suit la gauche, Mathias Corasco. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, on le sait, c'est Olivier Faure qui a été réélu à la tête du PS, mais avant le vote, tu t'étais intéressé à la bataille de succession qui a fait rage cette année au sein du parti. Alors oui, effectivement, il y a eu beaucoup de prétendants au trône socialiste. Il y a eu le président des députés socialistes, Boris Vallaud. Il y a eu le député de l'Essonne, Jérôme Gage, le député de l'Eure, Philippe Brun. Donc tous les trois, ce qui était intéressant, c'est de savoir que c'était des anciens proches d'Olivier Faure, du moins, il faisait partie de son courant. Ensuite, il y a également eu Nicolas Mayer-Rossignol, donc c'était le prétendant déjà de 2023. On a un temps pressenti Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie. Donc il y a eu énormément de noms qui sont sortis du chapeau. À la fin, il n'y a eu que 3 candidatures. Et finalement, tout cet attelage s'est un peu dispatché dans toutes les différentes moutures qui se sont affrontées lors de ce congrès. Et puis on peut citer quelqu'un d'autre qui n'a pas directement participé au congrès du PS, mais dont le rôle a été peut-être un peu fantasmé, mais surtout utilisé par les foristes pour mettre en porte-à-faux tous leurs opposants. Et à qui tu penses ? C'est François Hollande. François Hollande, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours dit qu'il ne voulait absolument pas intervenir dans le congrès des socialistes, que c'était pas de sa stature d'une certaine façon, parce que c'était l'ancien président de la République, mais c'est le premier à avoir lancé les hostilités contre Olivier Faure. C'est le premier à avoir dit que la direction du PS devait changer. En fait, à part avoir dit ça, il n'a plus rien dit. Néanmoins, il faut savoir que tous les opposants à Olivier Faure lui ont demandé de façon plutôt indirecte de s'en tenir à distance, parce que dans l'imaginaire socialiste, François Hollande, c'est déjà le début de la fin du Parti socialiste. Et aujourd'hui, François Hollande est toujours influent au sein du PS ? Alors, il est influent à sa manière. Il y a la légende qu'il s'est construit et qu'on a aimé lui construire, c'est-à-dire celui qui tirerait les ficelles du groupe socialiste. Alors, parfois, il a des rôles concrets. Par exemple, à l'époque de la non-censure du budget en février, il a un coup de fil avec François Bayrou et ensuite, il raconte dans la Tribune dimanche que c'est notamment grâce à lui que les socialistes n'ont pas censuré. Bon, les gens relativisent un peu son rôle, quoique affirment quand même que ça reste un leader d'opinion, une figure respectée.
députés. Des fois, on ironise un peu sur les anti-hollandistes, tous ceux qui se sont construits contre le hollandisme au sein du Parti socialiste, qui sont aujourd'hui députés, donc tous ces petits jeunes qui viennent parfois demander un peu l'approbation sur un discours, sur un amendement à François Hollande. Donc c'est assez drôle, il a un rôle un peu paradoxal au sein du parti. On va évidemment continuer de suivre tout ça avec toi, Mathias. Merci. Merci. Et on te retrouve demain pour le dernier épisode de cette série consacrée aux congrès du PS qui ont marqué l'histoire. Pour ne pas le rater ou rattraper les précédents, rendez-vous, chers auditeurs, sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify ou Apple Podcast. Tous nos épisodes sont également disponibles sur YouTube ou sur le site du magazine, l'express.fr. Socialiste, les années congrès est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis, avec Emeline Dulliot.